Bonjour et bienvenue sur la deuxième vidéo de notre classe inversée. Donc, dans une première partie, nous avons vu l'introduction et le fait que le XVIe siècle soit un moment d'ouverture sur le monde. Nous allons maintenant passer donc à la deuxième partie, la construction de vastes empires qui sont rivaux et donc qui sont en concurrence. Pour cela, nous allons d'abord parler d'un souverain qui est important de retenir, c'est le souverain Charles Quint, qui est né, comme vous pouvez le voir, en 1500 et mort en 1558. Donc Charles Quint, il a été roi d'Espagne et roi de Sicile de 1516 à 1556, donc un règne qui a quand même duré 40 ans, mais aussi empereur germanique, donc du Saint-Empire romain germanique, dont nous avons déjà parlé en début d'année, de 1519 à 1556. Comment on peut expliquer qu'il ait cumulé autant de territoires et de titres? En fait, c'est notamment parce qu'il est issu d'une descendance assez exceptionnelle. C'est le fils de la reine d'Espagne Jeanne, et il est aussi le petit-fils de l'empereur germanique Maximilien Ier. Donc en fait, il va recevoir par héritage de nombreux territoires dont je vais vous parler après grâce à une carte. Et en fait, il a été élu empereur en 1519. L'empereur germanique, en effet, il est élu. C'est-à-dire que les grands princes allemands, ce qu'on appelle les grands électeurs, choisissent et votent pour un candidat. Et donc, ces grands princes, ces grands électeurs ont décidé, en 1519, d'élire Charles Quint. L'autre candidat à l'époque pour le titre d'empereur, c'est un roi que vous connaissez, c'est le roi de France, François Ier. Et donc, durant tout le règne de Charles Quint, il va y avoir un conflit avec le roi de France, notamment concernant des possessions des territoires en Italie. C'est ce qu'on va appeler les guerres d'Italie. Donc il va y avoir de nombreuses batailles. Une bataille que vous connaissez, parce que on vous a demandé de retenir cette date très souvent déjà, c'est la bataille de Marignan en 1515, qui est une victoire française, une victoire des troupes françaises. A contrario, 10 ans après, vous avez la victoire de Charles Quint contre les Français à la bataille de Pavie en 1525. Cette bataille, je vous rajoute, c'est une bataille qui est assez humiliante pour François Ier, parce qu'il est emprisonné, il est ramené à Madrid, la capitale du royaume d'Espagne, et il est fait prisonnier. Donc en fait, Charles Quint va demander une forte rançon pour pouvoir le libérer. Charles Quint, il va aussi connaître un conflit avec le sultan de l'Empire ottoman, Soliman, le magnifique, le fameux Soliman dont on parlait lors de l'introduction de ce cours. Un conflit qui va notamment trouver son apogée lorsque les Ottomans vont essayer d'assiéger la ville de Vienne en 1529, mais ils ne vont pas parvenir à la prendre. Donc c'est un règne assez glorieux, il va avoir de nombreux territoires, il va commencer à construire aussi un empire colonial au Mexique, on va y revenir. Et donc c'est un règne qui s'arrête en 1556, puisque Charles Quint est très malade à ce moment-là, et il décide d'abdiquer, donc c'est-à-dire de laisser le trône à ses proches. Il va partager ses différents trônes, ses différents territoires entre son frère Ferdinand, qui va gérer donc l'Autriche, et son fils Philippe, qui devient le roi Philippe II d'Espagne. Donc voilà pour la biographie, c'est un roi qui est important pour ce XVIe siècle, qui va représenter qui est l'image même de ce XVIe siècle, à savoir un empereur qui est conquérant, qui va souvent mener des batailles et des conflits, qui va récupérer de nombreux territoires dans les Amériques. Donc il représente à lui-même toute cette ouverture sur le monde et ce désir de prestige, très important. Le fait évidemment de créer un empire et d'avoir des terres ailleurs qu'en Europe, c'est un élément très prestigieux. Et justement, nous allons maintenant voir une carte qui vous illustre tout ça. Donc si on revient un petit peu sur la méthode ensemble de la carte que l'on travaille depuis le début de l'année, à savoir la méthode TOL, titre, orientation, légende, échelle. Vous voyez qu'ici le titre c'est l'Empire de Charles Quint. L'orientation, elle y est, il y a le nord qui est indiqué ici. La légende, elle est très bien hiérarchisée, elle est même découpée en différentes parties. Et enfin l'échelle, qui indique que cette distance équivaut à 200 km sur la carte. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir sur les possessions de Charles Quint? Déjà, elles sont extrêmement nombreuses. On peut voir que par sa famille, par ses parents, ses grands-parents,
par mariage aussi. Le mariage permet de récupérer des terres, on l'a déjà dit. Il va récupérer des terres dans les Pays-Bas, en Bourgogne. Il va récupérer le royaume de Castille et d'Aragon, donc l'Espagne, une partie de l'Italie, qui est à l'époque le royaume de Naples, le royaume de Sicile aussi. Et il va donc être élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Vous avez les frontières de l'Empire ici. Donc ça comprend une partie de l'actuel nord de l'Italie, une grande partie de l'Allemagne, l'Autriche et d'autres territoires. Et donc c'est un ensemble territorial qui est immense. En plus de ça, il y a évidemment les possessions et les conquêtes qui vont avoir lieu dans le Nouveau Monde, notamment l'Empire espagnol qui commence à se constituer au Mexique et sur le littoral pacifique, avec ces différentes conquêtes. Et donc on peut dire que l'empire de Charles Quint est un empire à l'époque qui est immense. Évidemment, cet empire immense, le problème quand on a un empire qui est extrêmement étendu, c'est d'arriver à le maintenir comme tel et surtout d'éviter qu'il y ait trop d'invasions des ennemis. On va y revenir quand on va parler de Soliman justement. Avant cela, nous allons parler évidemment du phénomène de conquête et notamment de la façon dont Charles Quint a pu se constituer un empire colonial, c'est-à-dire un empire et des terres qui sont gérées par le royaume en Europe. Et donc là, ça va passer notamment par l'entremise, par on va dire le travail des conquistadores, ou conquistadors au singulier. C'est un mot espagnol qui veut dire en fait des conquérants. En fait, les conquistadores, c'est ceux qui vont conquérir un territoire au nom d'un roi et qui vont commencer à l'administrer, le gérer au nom du roi qui se trouve en Europe. Déjà, ce que l'on peut noter par ce mot de conquistadores, on n'est plus vraiment dans l'idée de découverte avec les premiers voyages qu'il y avait eu comme Magellan, comme avec Christophe Colomb. Là, on est vraiment dans l'idée de conquête. C'est plus vraiment la même idée. Il faut faire une différence entre conquête et découverte. La découverte, elle peut être purement scientifique, l'envie de vouloir créer des nouvelles cartes maritimes, d'être le plus précis possible. La conquête, elle va induire un rapport de force, quelque chose de beaucoup plus violent, un conflit. Parce qu'il y a bien sûr la rencontre avec les peuples locaux, mais cette rencontre, elle est faite évidemment de violence. Et donc j'ai voulu vous parler d'un exemple, celui de Hernán Cortés, qui est un conquistador espagnol, qui va faire la conquête d'une partie du Mexique entre 1519 et 1521. On peut voir sur cette carte son trajet. Donc il part de l'île de Cuba, qui avait déjà été découverte par Christophe Colomb, qui est espagnol. Il va longer le littoral de l'actuel Mexique pour arriver vers cet endroit qu'il va fonder. En fait, Veracruz, c'est une ville qu'il va créer lui-même. Et de Veracruz, ça lui permet d'avoir un ancrage, si vous voulez, d'avoir un lieu où s'installer sur le littoral. Et donc, de cet ancrage territorial, Veracruz, il va faire la conquête de l'intérieur du Mexique jusqu'à arriver à Tenochtitlan, qui est l'ancien nom, qui est le nom aztèque de Mexico, qui est la capitale actuelle du Mexique. Et donc, il va rencontrer à Tenochtitlan l'empereur aztèque Moctezuma. Une rencontre qui va être assez, assez compliquée, puisque Moctezuma, au début, ne veut pas collaborer, puis, au final, pense que Hernán Cortés et tout le cortège, tous les gens qui l'accompagnent, à savoir de nombreux chevaux, de nombreux soldats, plus de 500 soldats, des canons, etc., il va prendre ça pour une image divine, une apparition divine, et donc va accepter que les Européens, les Espagnols commencent à s'installer à Tenochtitlan. Pour autant, il va y avoir de nombreuses résistances, des violences, et en 1521, la capitale Tenochtitlan est prise définitivement par Cortés et ses troupes dans la violence. C'est un vrai bain de sang, hein, c'est quelque chose de très violent. Il faut garder ça en tête, c'est que les conquêtes se font souvent par le biais des armes en fait, et par la soumission d'un peuple, un peuple qui habitait déjà sur place. Et donc, c'est grâce à ce phénomène de conquistadores, donc d'hommes qui vont réclamer des terres et prendre des terres au nom d'un roi,
que les différents royaumes européens vont se constituer des empires très vastes, et notamment l'empire espagnol. Sauf que cet empire espagnol, certes, il est très vaste, mais il va connaître, à l'époque, au XVIe siècle, une vraie concurrence avec l'empire ottoman. Et cet empire ottoman, il est dirigé par un autre homme, c'est Soliman, dit le Magnifique. Donc vous avez un portrait ici. Donc Soliman, il est né en 1494, vous avez la date ici, à la fin du XVe siècle, et il meurt en 1566. Très jeune, il va étudier les sciences, l'histoire, la littérature, c'est quelqu'un d'extrêmement lettré, d'extrêmement savant. Et en 1520, il va succéder à son père, à l'âge donc de 26 ans, comme sultan. Son père qui était Sélim Ier. Dès l'arrivée sur le trône, dès qu'il succède à son père, déjà il va embellir Constantinople, créer de nombreux bâtiments, reconstruire des mosquées. C'était un sultan qui est vraiment un sultan bâtisseur. Et l'autre point important de son règne, c'est qu'il va mener de nombreuses campagnes militaires. Il va vouloir agrandir, étendre l'Empire ottoman. Ça va se faire en direction de l'Asie, en direction de l'Europe, et notamment par la mer Méditerranée. Et comme je vous l'ai dit, il va faire le siège de la ville autrichienne de Vienne en 1529, c'est une date importante, face donc à l'empire de Charles Quint, puisque l'Autriche et Vienne à l'époque sont dans l'empire germanique. Mais c'est une défaite, ce siège sera une des premières grosses défaites en Europe de Soliman. En 1566, Soliman va mourir de maladie et de vieillesse, et c'est donc l'un de ses fils, Sélim, qui va lui succéder. Donc après avoir parlé un petit peu de sa vie, sa biographie, tout comme Charles Quint, nous allons un peu plus étudier la carte. Donc là encore, sur la carte, vous voyez qu'il y a un titre, l'Empire ottoman au XVIe siècle, je le lis avec vous, une orientation, le nord qui est indiqué, une légende qui est là aussi structurée, avec différents types de figurés, et une échelle. Donc si l'on regarde un peu la légende, on peut voir que lorsque Soliman le Magnifique arrive à la tête de l'Empire ottoman est déjà vaste. Il y a la capitale Constantinople, une grande partie du Moyen-Orient et du Proche-Orient actuel, ça va jusqu'en Égypte et sur les littoraux de l'Afrique du Nord. Et aussi sur une partie de la Grèce. Au XVIe siècle, les territoires vont s'agrandir. Soliman va mener de nombreuses conquêtes, notamment vers l'est et le sud-est de l'Empire ottoman, vers l'Irak notamment, aussi au nord de la mer Noire, et enfin en Europe centrale, la Hongrie, et donc il va même menacer Vienne, comme je vous le disais. Donc Vienne, vous voyez, est en rose, donc c'est dans l'empire de Charles Quint, donc c'est une menace directe envers Charles Quint. Et donc les Ottomans vont entrer dans l'empire de Charles Quint et le menacer avec le siège de cette ville, mais ce sera une défaite. En fait, le but là de cette partie, c'est de vous montrer que ce XVIe siècle, c'est un XVIe siècle qui est extrêmement important pour la construction de vastes empires, de très vastes empires qui comprennent de nombreux territoires, mais que ces vastes empires, à un moment donné, vont forcément entrer en concurrence et en conflit. Et donc, il fallait pour cela parler de ces deux empereurs extrêmement glorieux, Charles Quint et Soliman. Donc, je vous remets le plan. Nous retravaillerons sur ça avec différentes activités, évidemment. Donc, après avoir vu la construction de vastes empires rivaux, nous allons terminer avec la prochaine vidéo sur la question de est-ce que ce XVIe siècle voit l'arrivée, la mise en place d'une première mondialisation. Merci de m'avoir écouté.